Bonjour, je vous propose de découvrir avec moi L'Albatros, un poème de Baudelaire qui se trouve dans Les Fleurs du Mal, dans la première partie, spleen et idéal. Chez Baudelaire, le spleen c'est ce mal-être, ce sentiment d'exil que l'on ressent lorsqu'on compare l'idéal et la réalité. Justement, l'Albatros parle de cela. L'oiseau, à l'aise dans les airs, est moqué dès qu'il se trouve à terre. Cette petite anecdote a été inspirée à Baudelaire lors d'un voyage en bateau. Ironiquement d'ailleurs, ce voyage qui devait l'amener en Inde s'est interrompu à l'île Maurice. Dans ce poème, l'anecdote a une valeur de parabole. La figure du poète est mise en parallèle avec l'oiseau, afin de faire comprendre au lecteur la sensation d'incompréhension, la solitude de l'artiste en quête de beauté. Baudelaire est le premier de cette génération de poètes symbolistes que Verlaine a rassemblé sous l'appellation de poète maudit. La déchéance de l'oiseau majestueux lorsqu'il se trouve au sol représentera pour Baudelaire la condition du poète, inadapté à la réalité et incompris de ses contemporains. Ma problématique. Comment Baudelaire invite-t-il le lecteur à suivre la mésaventure de l'Albatros pour mieux illustrer sa conception de la condition du poète? Nous allons faire ensemble un commentaire au fil du texte, mais voici quelques axes qui pourraient être utiles pour un commentaire composé. Un texte qui raconte une histoire dans le but de défendre un message, c'est ce qu'on appelle un apologue. Un jeu de contraste entre l'Albatros majestueux et l'Albatros maladroit qui construit un véritable système de valeurs. Un récit qui invite le lecteur à prendre l'Albatros en pitié, notamment à travers les marques du registre pathétique. Une parabole qui fonctionne comme une métaphore filée, éclairant la conception baudelairienne de la condition du poète. Et la figure du poète maudit, incompris par ses contemporains, mais surtout par les critiques littéraires. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Plusieurs éléments nous indiquent dès le début que ce poème est un récit, avec un type de discours narratif. Contrairement à de nombreux poèmes des Fleurs du Mal, ce n'est pas un sonnet. Nous avons 4 strophes de 4 vers. Cette structure révèle un fonctionnement différent. Plus narratif que le sonnet, il est en fait plus proche d'une fable, avec une histoire courte suivie d'une morale qui vient l'éclairer, vous allez voir. Le premier verbe nous plonge directement dans la narration. D'abord parce qu'il est conjugué au présent, et c'est un présent de narration. Ensuite parce que c'est un verbe d'action. Avant même que l'oiseau ne soit mentionné, il est déjà attrapé, cela précipite l'action. En plus, regardez comment ce verbe est séparé de son sujet, les hommes d'équipage, par un passage à la ligne. C'est ce qu'on appelle un enjambement. La phrase est terminée sur le vers suivant. Cela produit un effet d'accélération. Dès ces premiers vers, la cruauté des matelots est perceptible, souvent pour s'amuser. Ces deux circonstants insistent sur la récidive des matelots et l'absurdité de leur acte. Les hommes d'équipage sont anonymes, ils ne sont pas décrits. Nous savons juste qu'il y en a plusieurs. L'Albatros, au contraire, est un compagnon de voyage. Cela prédispose le lecteur à entrer en empathie avec lui. Le mot « indolent » signifie étymologiquement « sans douleur ». Dans leur élément, les albatros se déplacent sans effort. Au regard de la suite du texte, cet adjectif entre en contraste avec la souffrance qu'on va lui faire subir. On trouve ainsi tout de suite le thème de la communion avec la nature. Vastes oiseaux des mers. C'est la première périphrase que Baudelaire utilise pour désigner les albatros. Dans cette phrase, nous pouvons trouver une hypallage. Cette figure de style consiste à associer un adjectif à un mot alors qu'on s'attendrait à ce qu'il soit associé à un autre mot. Ici, l'adjectif vaste est appliqué aux oiseaux alors qu'on attendrait plutôt qu'il soit appliqué à la mer. Ce décalage d'association crée en fait une proximité entre l'albatros et la mer qui partagent les mêmes caractéristiques. Nous avons là un thème lyrique. Dans ce poème, le poète ne parle pas directement de sa douleur à la première personne, comme on le trouve habituellement dans le registre lyrique. Cependant, on devine déjà qu'il parle de la douleur du poète à travers celle de l'albatros. On retrouve d'ailleurs la musicalité typique du registre lyrique. Les allitérations en L et en S semblent imiter le vol de l'oiseau. Les rythmes du poème varient aussi en fonction de l'albatros, écoutez, qui suivent indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. Le verbe suivre est séparé de son complément d'objet direct, ce qui crée une suspension jusqu'au vers suivant, comme si la lecture suivait le vol de l'oiseau. Qu'est-ce qu'on apprend si on lit ce poème comme une métaphore de la condition du poète? Si l'albatros représente le poète, alors le ciel, son élément naturel, représente le monde de l'art. Le navire et les matelots pourraient alors représenter le public, la presse et les critiques. L'albatros va bien plus vite que le bateau. S'il est attrapé, c'est simplement par manque de méfiance. De même, l'artiste fait évoluer l'art beaucoup plus vite que les critiques, qui ne sont que témoins de leurs audaces et de leur liberté. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur maladroits et honteux laissent piteusement leurs grandes ailes blanches, comme des avirons traîner à côté d'eux.
Ce quatrain appelle la pitié du lecteur pour le pauvre oiseau qui est désormais immobilisé au sol, avec l'adjectif piteusement. C'est ce qu'on appelle le registre pathétique. On cherche à provoquer l'empathie du lecteur avec le personnage. La longue phrase mime cette immobilisation avec un rythme ralenti. Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traîner à côté d'eux. L'absence de ponctuation allonge ce passage. Les rimes en e, honteux, à côté d'eux, entrent en écho avec les e muets que la métrique nous oblige à prononcer. Ce rythme nous donne à voir la démarche traînante et boiteuse de l'animal. Ce quatrain a en effet une dimension particulièrement visuelle, avec la présence des couleurs. Les ailes sont comparées à des avirons. Cette comparaison, qui utilise le vocabulaire nautique, laisse entendre qu'il provient du regard des matelots. Nous avons bien une scène et des spectateurs. Sur les planches, et d'ailleurs une périphrase qui désigne habituellement la représentation théâtrale. L'albatros est au centre de l'attention, exactement comme le poète est au centre des critiques. Cette mise en scène est au service de la parabole élaborée par Baudelaire. De même, tout un jeu de contraste va lui permettre de créer un système de valeurs. Dans le passage « Ces rois de l'azur maladroits et honteux », le mot « roi » se retrouve à l'intérieur du mot « maladroit », comme si on lui avait ajouté des syllabes encombrantes. L'albatros est embarrassé par ses ailes trop grandes, exactement comme le poète, qui est le roi de son œuvre poétique, mais devient maladroit au regard des critiques. Lorsque Baudelaire compare les ailes de l'albatros à des avirons, c'est paradoxal, car justement les avirons permettent d'avancer quand on est en bateau. Le verbe « empêcher », qui se trouve à la fin, prend alors tout son sens. Le procès, la censure, les critiques faites pour amuser la galerie, tout ça empêche le poète de marcher, c'est-à-dire de faire avancer la création et l'art. On commence à percevoir le sens profond de ce poème et la démarche de Baudelaire, qui met en œuvre les procédés de l'argumentation et plus précisément ceux de la persuasion. Il fait appel aux sentiments et aux émotions du lecteur pour faire passer son message. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. La métaphore du théâtre est poursuivie dans ce troisième quatrain. Un matelot mime l'oiseau en boitant comme dans une pièce comique ou un lazzi de la Commedia dell'arte. Ainsi l'albatros est comme montré du doigt par la syntaxe. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule. Le démonstratif construit une structure présentative. Lui naguère si beau. Le pronom personnel, lui, est rejeté tout seul en début de phrase, séparé du reste par une virgule. La multiplication de points d'exclamation découpe ce quatrain. C'est la seule strophe du poème ainsi construite. Cette syntaxe saccadée mime la brusquerie du traitement de l'animal. La démarche boiteuse de l'albatros est ainsi rendue par des adjectifs groupés par deux, maladroits et honteux, gauche et veule, comique et laid. Quand ils font des actions, les matelots sont désignés par des pronoms indéfinis. L'un agace son bec, l'autre mime. On ne peut pas savoir combien ils sont. Cela laisse entendre que tous les supplices de l'albatros ne sont pas racontés. Le détail du brûle-gueule ajoute un aspect agressif à cette scène. Le brûle-gueule est une pipe très courte, donc la bouche est proche du foyer. Le pauvre animal est alors atteint dans son intégrité physique. La déchéance de l'albatros est alors illustrée par un jeu de contraste. Par exemple, l'adjectif beau devient laid à la fin du vers. C'est une simple antithèse, le rapprochement de termes qui ont un sens opposé. Autre exemple, ce voyageur ailé devient veule, avec des sonorités communes, comme si le groupe de mots avait été comprimé en un seul. Cela illustre la réduction dont l'albatros est victime. L'infirme qui volait, c'est le seul verbe du poème au passé. Dans cette périphrase qui désigne l'albatros, l'imparfait vient priver l'oiseau de sa faculté principale et explique le terme infirme. C'est comme s'il était amputé de ses qualités. Comment comprendre cette mise en scène dans une parabole où l'albatros représenterait le poète ? Eh bien, Baudelaire s'en prend non pas vraiment à l'opinion publique qui serait plutôt symbolisée par le navire, mais surtout aux critiques qui mettent le poète sur le devant de la scène, sur les planches, pour mieux le dénigrer. On peut d'ailleurs entendre les exclamations comme un discours direct, qu'il est gauche et veule. La scène du brûle-gueule devient alors très riche de sens. Si l'on brûle le bec de l'oiseau, c'est qu'on bâillonne le poète. Le poète est semblable au prince des nuées qui hante la tempête et se rit de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Dans ce dernier quatrain, la clé du poème est donnée de façon explicite. Le poète est semblable au prince des nuées, mais elle est renforcée par d'autres signes qui mettent les deux personnages en parallèle. Les deux mots commencent par la même lettre, avec une majuscule au mot poète, qui lui donne un sens très général. D'ailleurs, l'expression prince des poètes désigne bien une lignée de grands poètes qui ont marqué l'histoire de la littérature. Le mot poète est mis en parallèle avec ce voyageur ailé, qui est également en première position dans la strophe précédente. Ces termes sont à chaque fois désignés avec des articles définis qui leur donnent une dimension générale, abstraite. Voilà pourquoi le poème s'appelle l'Albatros et non les Albatros.
Cela souligne la dimension symbolique de l'oiseau. Le présent de vérité générale, le poète est semblable au prince des nuées, révèle que ce poème est un apologue et nous invite à le relire pour en découvrir le sens caché. Qu'est-ce qu'un apologue? C'est un récit qui cherche à démontrer quelque chose, une morale. En effet, l'anecdote a une dimension argumentative. Baudelaire cherche à faire passer un message à travers son poème. Pour cela, il va faire des analogies entre le poète et l'oiseau. Ainsi, le roi de l'azur, le prince des nuées sont des expressions ambiguës. En effet, le roi, le prince sont des personnages puissants, mais en l'occurrence, ils ne règnent que sur l'azur, les nuées. Ainsi, les qualités du poète se révèlent dans des choses abstraites, la recherche de la beauté, les mots, l'imagination. Les ailes de l'albatros font l'admiration de Baudelaire qui insiste sur ce mot, il apparaît 3 fois dans le poème. Ces ailes de géant représentent en fait les facultés du poète qui écrit. Dans une critique d'art, le Salon de 1859, Baudelaire écrit un texte sur l'imagination qu'il appelle la reine des facultés. C'est donc très certainement l'imagination qui est symbolisée par les ailes de géant de l'albatros. Baudelaire mène une réflexion sur le travail du poète. Dans ce dernier quatrain, nous avons un basculement extrêmement rapide de la situation. L'albatros se rit de l'archer pour se trouver immédiatement exilé sur le sol au milieu des huées. Ainsi, les termes qui se rattachent au ciel, à la hauteur, vont s'opposer aux termes qui se rattachent au sol. Les nuées se transforment en huées. Le rire de l'albatros envers l'archer devient le rire des matelots. Ces 2 vers synthétisent tout le poème en raccourci, où l'albatros est bien passé de l'azur aux gouffres amers. Le mot exilé est très fort, et c'est un participe passé qui a un sens passif. Par qui le poète est-il exilé? La violence des hommes d'équipage ou encore l'image de l'archer nous donnent à voir une hostilité très forte. Comme l'albatros, le poète se heurte à l'incompréhension de ses contemporains. Il faut savoir qu'à sa publication, Les Fleurs du Mal ont valu à Baudelaire un procès et il fut obligé d'y retrancher plusieurs poèmes. Le sentiment d'incompréhension et d'exil exprimé par Baudelaire provient sans doute des réactions du public. Dès l'Antiquité d'ailleurs, Platon écrit que le poète n'a pas sa place dans la République idéale, car il ne fait que de fausses représentations. Par cette parabole, Baudelaire montre au contraire que ces représentations ont un sens véridique. Ainsi, juste au moment où sont révélées les analogies entre le poète et l'albatros, nous avons la subordonnée qui hante la tempête. Cette proposition illustre la conception baudelairienne de la recherche de la beauté. La beauté est toujours un peu étrange, inquiétante, mystérieuse. Le poète hante donc la tempête, car c'est là qu'il trouvera la matière de ses poèmes. Tempête et poète forment en plus dans ce vers une rime interne. Le verbe hanter est alors riche de sens, il signifie que le poète est à la fois présent et absent dans la poésie. Et c'est justement ce qui se passe dans ce poème. Alors qu'il n'est pas mentionné pendant toute l'anecdote de l'albatros, c'est bien lui qui en est le sujet principal. Avec cette petite histoire, Baudelaire veut d'abord inspirer l'empathie du lecteur pour l'oiseau qui est au centre de l'anecdote. Ainsi, il va utiliser des rythmes variés pour imiter tour à tour la majesté de l'oiseau en vol et la maladresse de l'oiseau au sol. Ainsi, la communion de l'albatros avec la nature, le ciel et la mer, va entrer en contraste avec sa déchéance lorsqu'il est maltraité par les matelots. Baudelaire met en scène leurs regards et leurs actes pour faire ressortir leur cruauté. Ce poème de Baudelaire est une parabole, c'est-à-dire un petit récit qui a un sens caché. On peut même dire que c'est un apologue, car il contient une dimension argumentative. À travers le registre pathétique, Baudelaire cherche à persuader son lecteur. Les jeux de contraste construisent un système de valeurs. La fin du poème révèle la clé symbolique. L'albatros représente le poète. Il nous invite donc à relire le texte en cherchant les analogies. Il apparaît alors que le poète parle de sa propre douleur en évoquant celle de l'oiseau. Le sentiment d'exil est bien celui de l'artiste incompris. Une dimension lyrique apparaît donc en filigrane à travers ce texte, dont le sujet central est la condition du poète et l'incompréhension du public. Comme l'oiseau, l'artiste est libre et audacieux dans sa création. Son imagination lui permet d'explorer des espaces mystérieux et inquiétants comme la tempête. Mais il souffre d'être montré du doigt, dénigré par les critiques, censuré ou même attaqué en procès, alors qu'il n'est qu'au service de la beauté. Le poème de l'albatros est ainsi l'un de ces poèmes riches de sens qui connaît une grande postérité. On rencontre ailleurs le même symbole de l'artiste, embarrassé par son génie qui est symbolisé par ses mains. Regardez par exemple un film comme Édouard aux mains d'argent. Nous retrouvons un personnage qui illustre de façon contemporaine le même symbole que l'albatros. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous étudiez Les Fleurs du Mal et Baudelaire, n'hésitez pas à consulter mes autres commentaires sur À une passante ou Les correspondances, Parfums exotiques, Spleen, Élévation. Au revoir.